au seuil de l'été 1939. Instant, geste fugace, imprimé par un cinéaste amateur sur la pellicule comme des notes sur un journal intime. Que voulait-il fixer ? Sentait-il ce que nous savons, nous, en les regardant, que ces jours si semblables aux nôtres, ce printemps, cet été 39, seraient une frontière, quelques semaines avant la fin d'un monde. Un matin vous ouvrez la fenêtre, l'air vous semble soudain plus léger. C'est comme un frisson qui vous pénètre, il y a quelque chose de changé. Tiens, 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 déjà les feuilles poussent. Tiens, 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 ça sent le romarin. Dans le jardin, les lilas se trémoussent et les petites pommes ont déjà le pépin. Tiens, 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 les chiens lèvent la patte. Tiens, 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 les pans pour les pantins. On voit les chasses pour les chais, pour les chattes et les escargots galoper à fond de train. Ah, quelle douceur, la vie vous semble rose, y a pas d'erreur. Il se passe quelque chose, tiens, 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 on joue de la mandoline, tiens, 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 l'air s'emplit de refrain, y a des chansons sur les lèvres des copines et des petits... Parmi tous ces visages inconnus, j'imagine que beaucoup avaient cru en septembre 1938 que la guerre, on n'y couperait pas. Hitler, lors de la crise de Munich, avait réclamé les Sudètes en Tchécoslovaquie. On pensait que l'Angleterre et la France allaient défendre les droits de leurs alliés. Puis finalement, non. On avait abandonné les Tchèques, mais quel soulagement. Lâche peut-être, mais immense. Et les pères de famille pouvaient continuer à filmer cette nouvelle année 39 avec le sentiment d'avoir échappé in extremis à la guerre et à la mort. Mais quelques mois plus tard, rebelote. L'Allemagne continue sa marche vers l'Est. Le communiqué allemand fait connaître que pour assurer le maintien de la paix et l'ordre en Europe centrale, M. Hacha, président de la République tchécoslovaque, met avec confiance le sort du peuple du pays tchèque entre les mains du Führer du Reich allemand. La Wehrmacht fait à 10 h du matin son entrée à Prague, où la suit 2 jours plus tard le chancelier Hitler. L'angoisse de septembre recommence. Hitler, sans coup férir, a annexé ce qui restait de la Tchécoslovaquie. Au palais de justice, tout le monde est inquiet, très. Mais on ne veut pas le laisser paraître. L'avocat Pierre Masse m'a dit, comme je lui expliquais mes appréhensions, « J'ai pris l'habitude maintenant de vivre comme un chien crevé qui suit le fil de l'eau. » Un autre m'a dit, « Moi j'ai cessé de lire les journaux, comme ça je ne connais que des nouvelles vraies, je ne sais rien. » C'était le printemps 1939. Papa recevait de temps en temps des coups de téléphone et il avait l'air songeur, mais il chassait rapidement les pensées sombres qui semblaient l'assaillir et il redevenait souriant. Moi, je ne pensais à rien. Je ne me doutais de rien. L'Europe, c'était encore pour moi un souvenir fâcheux de composition au lycée. Je n'avais jamais été forte ni en histoire, ni en géographie. Et je ne pensais guère que je pourrais être mêlée un jour à cette histoire qui se faisait sous mes yeux. Il faisait beau et je me sentais forte. J'avais confiance. Rien ne m'avait été refusé. Que pouvait-il bien arriver ? Rien d'autre que du bonheur. Parmi ces voix surgies de l'année 1939, il y a le printemps insouciant de la jeune vedette de cinéma Corinne Lucher, alors au sommet de sa gloire, et celui plus sombre de l'avocat Maurice Garçon, qui en chronique quotidiennement dans ses carnets l'inquiétant bruissement. Mais combien d'autres printemps 39, de printemps silencieux, non filmés, non écrits, invisibles. Où donc ?
comment entendre le bruit du temps? Mai 1939. Tantôt je suis pleine d'espoir, tantôt me gagne l'inquiétude. Il se passe tellement de choses. Il arrivera l'amour ou bien la guerre. Il y a des signes qui annoncent la guerre, les comètes, les proclamations des discours. Il y a des signes qui annoncent l'amour, le cœur et la tête qui tournent. Au printemps, printemps d'amour. Non pas d'amour, printemps de guerre. Je lis les suppléments des quotidiens et j'en tire des conclusions. Aux fleurs, j'arrache les pétales un à un. Aime, un peu, à la folie, sans passion. Généreux, prophétique, printemps différent des autres printemps. Quoi que tu m'apportes, je le prends tout entier et supporte. En ce mai, me voici à la croisée de chemins divergents et contraires, et ces deux chemins-là, les tiens, me mènent tous deux aux fins dernières. La nostalgie s'étire en nuages. Les nouvelles inondent la radio. Irai-je? Irai-je par les monts? Ou bien irai-je par le vallon? Les nouvelles inondent la radio, les journaux. Après l'annexion de la Tchécoslovaquie, Hitler revendique désormais la ville de Danzig, en Pologne. Mais que penser? Que comprendre? Il ne s'agit pas du tout de fléchir devant les fantaisies conquérantes de M. Hitler, mais je vous le dis tout net. Flanquer la guerre en Europe à cause de Danzig, c'est y aller un peu fort. Et les paysans français n'ont aucune envie de mourir pour les Poldèves. Faut-il lutter à tout prix contre une nouvelle guerre, comme le défend l'ultra-pacifiste Marcel Déat, ou bien ne rien céder aux exigences d'Hitler et se tenir prêt pour la défense des libertés, ainsi que le soutient le journaliste de gauche Pierre Brossolette. Même si l'Angleterre et la France ne se passionnaient pas pour Danzig, même s'il leur échappait que l'annexion de la ville libre au Reich menacerait la Pologne de mort, il y a une chose qu'elle ne pourrait en tout cas admettre sans la condamner définitivement, c'est que pour la 3e ou 4e fois en 2 ans, une nation s'empare par la force de ce sur quoi elle n'a pas plus de droit qu'une autre. Les démocraties ont su ce qu'il leur en a coûté de tolérer de telles méthodes. Déat écrivit dans l'œuvre un article qui fit grand fracas, Mourir pour Danzig. Il y invitait les Français à toutes les démissions. La gauche fut presque unanime à s'en indigner. Mais si la décision avait reposé dans nos mains, aurions-nous osé envoyer les bergers des Basses-Alpes, les pêcheurs de Douarnenez, se faire tuer pour défendre nos libertés? Eux aussi étaient concernés, me répondait Sartre. Faute d'avoir pris les armes contre Hitler, sans doute se trouverait-il un jour forcé de se battre pour lui. En 1939, écrit encore Simone de Beauvoir, l'histoire m'a saisi pour ne plus me lâcher. Mais quand on est plongé dans le cours des jours, comment la reconnaît-on, l'histoire? On perçoit, on filme, on écrit ce que l'on voit, ce que l'on vit. Mais est-ce le quotidien ou l'exceptionnel? Comment le distinguer? Le filmeur s'appelle Émile Loquin. Il tient l'une des plus fameuses pâtisseries d'Orléans, le Palais Royal, rue d'Alsace-Lorraine. Le 8 mai 1939, il a sorti sa caméra pour capturer ce qui n'est pas encore l'anniversaire d'un armistice, mais la célébration de Jeanne d'Arc, qui a bouté les Anglais hors la ville il y a 5 siècles. Émile Loquin tourne le défilé, en profite pour faire un petit plan de ses 2 enfants et de sa femme. Il capture aussi celui qui marche juste derrière Albert Lebrun, le président de la République, et qui lui jette d'ailleurs un petit regard avant de baisser la tête, c'est Jean Zay, le ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, le plus jeune membre du gouvernement Daladier. Il est l'un de ceux qui mesurent l'âpreté du combat qui s'annonce et l'affirme ce jour-là à Orléans. La France est aux yeux de l'univers, pour tous les regards inquiets, une flamme ardente que les vents contraires couchent parfois, mais qui se redresse après eux.
que personne ne vive plus dans la nostalgie des quiétudes disparues. Que chaque Français forge sa volonté à la mesure d'une époque redoutable. Est-ce qu'il peut imaginer Émile Loquin, quand il filme la parade qui passe devant la Rotonde, l'un des plus grands cafés de sa ville, que quelques années plus tard, il n'en filmera plus que les ruines? Pouvons-nous, nous tous, imaginer que nos rues, nos façades, nos mondes sont mortels? Pour certains, leur monde est déjà mort. Ce sont les républicains espagnols de la Retirada, avec leurs femmes, leurs enfants. Des vaincus, parqués comme on peut, dans des camps sommaires aux allures concentrationnaires, Gurs, Argelès, Le Vernet, mais aussi dans des bicoques ou tout simplement à même le sable des plages. Au début du printemps 1939, Moline vit arriver plusieurs familles d'Espagnols. Une douzaine de personnes qu'il fallait loger en catastrophe. C'était, comme nous expliqua le maître, les Espagnols de l'armée en déroute. Parmi eux, un enfant de mon âge se présenta à l'école. Un jeudi, je partis le voir avec quelques livres. Il logeait avec son père et sa mère dans une petite cabane. Ils m'ont raconté leurs souffrances, leurs misères, leurs espoirs de victoire et leur défaite finale. Devant la cabane, un kidam moqueur qui passait par là fit observer aux Espagnols que les Allemands, avec leur aviation, leur avaient flanqué une belle raclée. Le père de Francis eut cette réponse énigmatique que je ne devais jamais oublier. « Votre tour viendra, on verra si vous tenez aussi longtemps que nous. » Le rythme de la course aux armements s'accélère chaque jour. La France, comme son allié l'Angleterre, a répondu en décidant de faire un grand effort. C'est une épreuve de force entre le régime totalitaire et le régime de liberté qu'elle nôtre. Les enfants s'ennuient le dimanche. Le dimanche, les enfants s'ennuient. Que peut le temps des rites, celui des communions du mois de juin, contre le temps de la frénésie, de l'événement, la pression toujours plus forte de l'Allemagne sur Danzig, le réarmement des alliés franco-britanniques qui essaient de rallier les soviétiques à leur côté? Où se dissimule-t-elle sur les visages la tension qui ne cesse de croître? Paul, ma secrétaire, me téléphone de Paris. La ville prend un visage de guerre. Il paraît qu'on a creusé des tranchées dans l'avenue de l'Observatoire et qu'on a peint en bleu les vitres des gares. Les gens sont presque à désirer la guerre pour qu'on en finisse. On ne peut plus vivre dans cette expectative. Ici, j'ai recueilli la même opinion autour de moi. Les laboureurs paisibles envisagent l'ouverture des hostilités comme une délivrance de l'angoisse qui les étreint.
Ce qui écarte un peu le danger immédiat, c'est que la Russie vient, paraît-il, de déclarer qu'elle se joindrait à la France et à l'Angleterre pour défendre le statu quo. En ce même mois de juin 1939, le ministre Jean Zay voyage à bord du Normandie pour se rendre aux États-Unis. Il décrira plus tard ce sentiment de quitter la vieille Europe suante d'angoisse, la vieille Europe aux nerfs malades, rongée de folie fratricide, pour aborder cette Amérique éclatante de jeunesse et de puissance créatrice. Lors de cette visite, il va notamment défendre l'un de ses projets phares, la création d'un festival du cinéma du monde libre qui s'opposerait à la Mostra de Venise fasciste, le corps à corps de deux visions du monde. Ce tout premier festival de Cannes doit s'ouvrir le 1er septembre 1939. À son retour, le 10 juin, Jean Zay et sa femme Madeleine empruntent le même bateau que Marlène Dietrich, qui revient en France après un séjour à Hollywood. Ont-ils eu besoin de visa, Jean Zay, Marlène Dietrich, pour faire cette admirable traversée transatlantique? Ce voyage inaccessible dont rêvent si désespérément tant de réfugiés anti-nazis, allemands, tchèques, autrichiens, bloqués à Paris et qui mesurent le danger. Vous êtes chez vous la nuit, à la campagne, à quelques kilomètres de là, éclate un cataclysme naturel, une catastrophe naturelle, quelle qu'elle soit, l'incendie ou l'inondation. Des hommes sont là, des femmes sont là, des enfants qui fuient à travers champs demi-nus, tremblant déjà de froid, menacés par la faim. Votre maison est peut-être déjà pleine, c'est possible. Vous savez, quand ils frappent à votre porte, vous l'ouvrez. Et vous ne leur demandez pour cela ni leur pièce d'état civil, ni leur casier judiciaire, ni leur certificat de vaccin. A-t-il entendu à la radio ce discours de Léon Blum, le comte Hubert Conquéré de Montbrison? En tout cas, ces fillettes russes et espagnoles, il leur a ouvert grand les portes de sa maison, de son château plutôt. Le mardi 4 juillet 1939, c'est lui toujours qui filme l'arrivée d'un transport de garçons juifs allemands, échappés in extremis de Berlin, auquel il va aussi donner refuge. Je les regarde, ces enfants, j'observe celui qui oriente ses camarades de façon si décidée à la sortie du bus, et je me demande ce qu'ils vont devenir, hors du temps suspendu de cette image du 4 juillet 1939. J'apprendrai que le garçon a 15 ans, qu'il s'appelle Wolfgang Blumenreich, et que de tous ceux présents dans le cadre, il sera l'un des seuls à survivre à la guerre. Juillet. Résultat du sondage mené par l'IFOP. 45% des Français interrogés pronostiquent une guerre pour 1939. À la question suivante, si l'Allemagne tente de s'emparer de la ville libre de Danzig, devons-nous l'en empêcher, au besoin par la force? 76% des sondés répondent oui. Tout cher petit être, je m'ennuie de vous. Je viens de recevoir un coup, j'ai passé aux impôts, ils me réclament 2400 francs. Et je crois pouvoir ne verser que la moitié maintenant et le reste à la rentrée, mais c'est vache. Je tiens tant à faire un plaisant voyage avec vous, seul avec vous, à voir des choses. Je pensais qu'on pourrait faire un tour dans les Pyrénées en usant des cars PLM pendant une huitaine et embarquer à Bordeaux pour quelques semaines de Portugal. Dites-moi vite ce que vous en pensez. Je me sens drôle, ça fait fin d'année comme le tonnerre.
Revenez vite, mon petit être, je vous aime tout passionnément. Votre charmant Castor. Au début de l'été 1939, je n'avais pas encore tout à fait renoncé à espérer. Une voix obstinée continue à susurrer en moi « Ça ne m'arrivera pas la guerre, pas à moi ». Hitler n'oserait pas attaquer la Pologne, le pacte tripartite finirait par se conclure et l'intimiderait. J'ébauchais encore des projets de paix. Si les choses s'arrangeaient, nous pourrions aller nous promener au Portugal. Soit, disait Sartre, mais il ajoutait qu'elle ne s'arrangerait sans doute pas. Il me mettait en garde, il vaudrait mieux affronter la vérité. Mais comment se prépare-t-on à l'horreur, me disais-je. Délibérément, je bloquais mon imagination. Comment on fait ça? Bloquer son imagination. La règle du jeu, le nouveau film de Jean Renoir, vient de sortir le 8 juillet. C'est un échec. Le public rejette ce tableau d'une société rongée par le mensonge et la mort. Beaucoup trop plus. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Oh, mais tant mieux. Peut-être que Jean Renoir n'a pas choisi de bloquer son imagination. Lui qui écrit avoir réalisé le film mu par le compas de l'inquiétude et habité par ces mots, nous dansons sur un volcan. Partir pourtant, vers le bleu du ciel, le vif du soleil et le bonheur intime d'être en famille. Dans cette profusion de films, il n'y a que peu d'images des estivants congés payés, ouvriers, prolétaires, qui vivent l'échappée belle, mais sans pouvoir en fixer le souvenir. Sur la côte normande, l'écrivain Raymond Queneau donne corps dans son journal à ces journées de torpeur inquiète. Dieppe, jeudi 6 juillet. Bain le matin, grec, gide, un roman policier. On déjeune tous au Clos des Moustiers. Repos, balade, inverse de celle d'hier. Cidre chez les Nelson, tous dînent ici. Rapport du préfet du Calvados. La saison balnéaire se déroule normalement. Le port de Deauville abrite 42 yachts, les courses ont lieu et un rallye aérien Deauville-Angleterre attire la foule. Dieppe,
plage ce matin. Je ne nage plus bien, je manque de souffle maintenant. D'ailleurs, à peu près personne ici ne sait nager. De plus, la plupart des femmes bien mal foutues. Curieux. Mais tout le monde a l'air heureux. Why not? Et la baignade des mémères, les filets à crevettes. Autrefois, ça m'aurait fait vomir de mépris. Comme je m'en fous maintenant. Je partis seule et sac à dos pour la Provence. Ce fut le plus beau de tous mes voyages à pied. Je ne pensais à rien sinon aux bêtes, aux fleurs, aux cailloux, aux horizons, au plaisir d'avoir des jambes, un estomac, des poumons et de battre mes propres records. Vous croyez avoir oublié de vieilles cantilènes? Non. Des musiciens au visage hâlé viennent de vous les rappeler et votre jeunesse surgit plus proche encore. Écoutez ces danses qui filent dans l'air comme la nuit. Ils sont peu, comme le journaliste Pierre Brossolette, travailleur infatigable, à prendre enfin du repos avec sa femme Gilberte et ses enfants, en toute connaissance de cause. Pour Brossolette, pas de doute, il s'agit du dernier répit avant le moment décisif. Avec Pierre à Saint-Jean-de-Luz, les jeux, les rires des enfants sur la plage, l'insouciance des uns, l'inquiétude des autres, l'épée de Damoclès pour tous. Les Parisiennes sont prêtes à affronter le décor de leurs vacances. Pour Porquerolles, Madame Tixier-Vingancourt a adopté un ensemble en surat d'un coloris cuir à dessin de pois blanc. C'est un coloris très été 39. Ce fut une période éblouissante. La saison la plus réussie. La saison 1939. Ce n'était que courses, parties de polo, galas. Les femmes ne pensaient qu'à la vie, à l'amour. Un après-midi, je me trouvais avec des amis au Tardets quand survint en trombe une voiture brillante, décapotée, avec un jeune homme au volant. Quel était ce garçon? Un de mes amis me dit « Vous ne connaissez pas le fils de l'Agacan ?» Mais c'est à Lican, voyons. Tout cela alla très vite. J'étais conquise, il était entreprenant. C'était fatal. Tandis qu'à Deauville, la jeune star de cinéma Corinne Luchaire s'enivre dans le présent de la fête et de l'amour, plus haut sur la côte, à Fécamp, c'est un groupe d'anciens combattants de la guerre de 14 et leurs familles qui découvrent la mer pour la première fois ce vendredi 14 juillet 1939. Ces anciens combattants, nourris depuis 20 ans de l'espoir que leur guerre serait la dernière, qu'il n'y aurait plus jamais ça, que pense-t-il des défilés militaires du 14 juillet, à la signification toute particulière, en cet été 39 ? Non seulement le chef de l'État, mais aussi le chef du gouvernement, le président Édouard Daladier. Sur les Champs-Élysées, les troupes françaises et anglaises paradent, réunies dans une démonstration de force sans précédent, dont le but est d'impressionner l'adversaire et de rassurer la population sur l'invincibilité de l'armée française. Alors, puisque Marlène est là, que l'Amérique nous entend et l'Angleterre aussi. Et ma jolie colombe qui chante jour et nuit, qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari. Mais ce 14 juillet 39, c'est aussi l'anniversaire des 150 ans de la Révolution française, dont le gouvernement entend faire, au cœur des tensions, une manifestation d'unité nationale.
Aucun opérateur n'a filmé l'anniversaire de la liberté qui a pourtant été célébré le 14 juillet par les internés républicains espagnols et les brigadistes internationaux du camp de Gurs, derrière les barbelés, sous la garde des soldats français. Quelques jours plus tard, sur la route qui longe ces mêmes barbelés, les internés voient débouler un tout autre genre de défilé. J'ai vu les passages du Tour de France derrière la première ligne de barbelés. Au passage du peloton des coureurs qui passaient le long du camp, un coureur a levé le poing en signe d'amitié. Ce coureur, c'était René Vietto. Les peintres en bâtiment sont des bons gars, généralement. Ils chantent en barbouillant leurs murailles en jaune ou en blanc. Parmi tous ces braves gens, il y en a un cependant qui a bien tout du tout. C'est un grand méchant loup. Oh oh, oh oh, il travaille du pinceau. Il a, comme le dirait ma sœur, la folie des grandeurs. Oh oh, oh oh, il travaille du pinceau. Si mon fils prend pour Attila, bien sûr qu'il en crèvera. Il a une maladie plus grave que l'aérophagie. Paraît que ça lui fait mal, il appelle ça l'espace vital. Il travaille du pinceau, en effet, Hitler, et c'est le petit Parisien qui en témoigne dans son édition du 24 juillet 1939, au beau milieu des vacances. C'est aujourd'hui que mon vieux camarade Kurt Samter, je ne dis pas encore son vrai nom, est venu chez moi. Il était encore il y a 8 jours en Allemagne, dans un camp de juifs dont je ne veux pas désigner l'emplacement pour ne pas attirer de représailles sur ceux qui restent. Il y a passé 8 mois, de novembre 1938 à juillet 1939. Et je veux écrire tout de suite ce qu'il m'a raconté pour m'en délivrer. Ne plus subir l'oppression de cette honte. Faire mon devoir dans la mesure de mes modestes moyens. Il y a des cas où le silence est une lâcheté, une complicité même. Que penserait-on de ceux qui, entendant, voyant martyriser un être faible par des brutes dans un appartement contigu au leur, se garderaient de dénoncer les misérables à la police sous prétexte que les affaires intérieures des voisins de palier ne les regardent pas? Faute de police internationale, il existe, je crois, une conscience humaine. Ce jardin qui nous attendait pour les vacances de 1939, la France des voyages à pied et des auberges de jeunesse, ce jardin allait de soi, pensions-nous, comme la terre elle-même. Nous habitions un certain lieu de paix, d'expérience, de liberté, et nous ne savions pas que fût là un sol à défendre. Nous pensions que c'était le lot naturel des hommes. Habitués depuis notre enfance à manier la liberté et à vivre une vie personnelle, comment aurions-nous su que c'était là des acquisitions difficiles? Comment aurions-nous appris à engager notre liberté pour la conserver? Ce qui rend pour nous inconcevable notre paysage de 1939, c'est justement que nous n'en avions pas conscience comme d'un paysage. Nous ne savions pas que c'était là vivre en paix, vivre en France et dans un certain état du monde. Sommes allés à Dieppe cet après-midi. Près de la gare, fête foraine. Jean-Marie tournait sur les chevaux de bois qui tournaient avec une grosse musique sentimentale. Le vertige qui me prend lorsque je regarde les étoiles. Et les curieux sentiments que j'éprouve à l'égard des planètes. Je ne les croyais pas si brillantes, si proches, si familières. J'ai retrouvé Sartre à Marseille. Il considère la guerre comme inévitable. Nous sommes allés manger une bouillabaisse à Martigues. Le soleil inondait les barques colorées et les filets de pêche. Nous nous assîmes au bord de l'eau, sur de gros blocs de pierre aux arêtes tranchantes. Face au ciel bleu, nous rêvâmes à haute voix, nonchalamment. Fallait-il mieux revenir du front aveugle ou avec la gueule cassée? Sans jambes ou sans bras? Paris serait-il bombardé? Utiliserait-on les gaz? Un jour radieux
Dieu se lève. Là-bas, au fond de sa baie, Cannes sommeille encore. Tous les pays ont déjà répondu à l'appel du gouvernement français pour cette grande manifestation que sera le Festival international du film en septembre. Les plages des grands palaces de la Croisette s'animent. En attendant l'ouverture du Festival de Cannes, vedettes et politiques se pressent sur la Côte d'Azur. La famille Kennedy et Marlène Dietrich se filment les uns les autres à l'Eden Rock d'Antibes, où l'actrice avait déjà entamé un flirt avec Joe, le père de John, l'année précédente. Cette année, c'est sur le fils qu'elle semble avoir jeté son dévolu. Le Figaro, 10 août. Parmi les estivants de Saint-Tropez, le grand couturier parisien Paul Poiret lit les prédictions de Nostradamus qu'il nous détaille. Nostradamus est extrêmement précis, dit-il. Dès 1940, il y aura en Italie une révolution qui gagnera toute notre côte d'Azur. Les armées allemandes envahiront alors la France par le nord et par l'est. Paris sera réduit en cendres et c'est à Poitiers que se jouera la partie définitive. Mais alors surviendra un Français qui réveillera toutes les énergies nationales, boutera les Allemands et ira se faire sacrer roi à Avignon dans l'allégresse générale. Cela se passera en 1944. À Saint-Tropez, Juan-les-Pins, on danse sur l'un des pas à la mode, la Lambeth Walk, dont la propagande anglaise fera pendant la guerre un détournement audacieux. Anonymes parmi les vedettes, il y a aussi les touristes, comme la famille Bède, venue de Hollande pour visiter le sud de la France. C'est le dernier été de vadrouille pour Meyer, Katché, John et Ellie Bède. En ce mois d'août 1939, ils vivent encore dans un monde où l'on n'imagine pas qu'une famille ordinaire puisse être comme ils le seront en 1943, assassinés à des milliers de kilomètres de leur ville natale d'Amsterdam, dans un lieu dont le nom ne signifie rien encore, Auschwitz, en Pologne. Vous venez d'entendre, diffusé depuis Varsovie, la version française du discours que le ministre des Affaires étrangères de Pologne, M. Peck, a prononcé devant la Diète polonaise. Allô. Ici la radionyme de la radiodiffusion méridionale. Un chouette poste, c'est pas un grand poste. On ne peut pas dire que ce soit un grand poste, mais enfin c'est un bon petit poste, quoi. D'ailleurs, il y a un joli programme ce soir, là. Nous étions très heureux. Nous entrâmes dans la maison les premiers jours d'août 1939, à peu près au moment où le Sénat fantoche de Danzig décida son rattachement au Reich. Tous les vieux villages endormis des Alpes-Maritimes débordaient de soldats qui rouspétaient, buvaient du vin rouge, jouaient à la belote et s'ennuyaient. Ils en avaient marre. C'étaient des paysans et la moisson approchait. Ils voulaient rentrer chez eux et se souciaient de Danzig et du corridor comme d'une guigne. Mais surtout, par-dessus tout cela, ils ne croyaient naturellement pas à la guerre. C'était encore un autre bluff, et au moment voulu, il y aurait un autre Munich. Il n'y aurait pas la guerre. Nous continuerions à jouer à la belote et à cultiver notre jardin, comme font les gens sensés pendant leur bref passage sur Terre. Au reste, Hitler ne pouvait simultanément combattre les soviets et attaquer l'Ouest. Et si, cette fois, l'Ouest maintenait fermement sa position, les soviets en feraient autant. Il n'y aurait pas de guerre. Vous n'aviez qu'à vous répéter cela souvent, jusqu'à en être écœuré. À quelques kilomètres de là, tout près de chez le journaliste et ancien militant communiste Arthur Koestler, du beau monde se presse le 22 août au Palm Beach de Cannes pour un bal de charité qui sert de répétition générale au dîner d'inauguration du festival. Cette société de ducs et de vedettes, croit-elle à la guerre ?
et dans l'orage qui laisse le lieu dévasté, voit-elle un présage? Quand, le 23 août, je lus dans l'éclaireur du Sud-Est, en 3e page, le bref communiqué de l'agence Havas disant qu'un traité de non-agression avait été signé entre l'Allemagne et les Soviets, je me mis à me marteler les tempes avec les poings. C'est la fin, dis-je. Staline a rejoint Hitler. Les vieux ouvriers de Citroën, les jeunes ouvriers dans les oubliettes de la Gestapo et les morts dans les fosses communes d'Espagne, tous nous avions été dupes de la plus grande farce que le monde ait jamais vue. Quel coup! Staline laisse Hitler libre d'attaquer l'Europe. La paix est définitivement perdue. Ce fut d'abord cette évidence qui nous prit à la gorge. À travers les ténèbres qui s'amoncelaient, on avait encore aperçu jusqu'à ce jour un grand foyer d'espoir. Il venait de s'éteindre. La nuit descendait sur la terre et dans nos eaux. Je me sentis bouleversée, comme quelques années plus tôt lorsque j'appris que mon père, si bien portant, était brusquement condamné. Rapport au directeur de la Sûreté nationale sur une réunion de section du Parti communiste, rue d'Italie à Marseille. Une 50aine de communistes sont présents. Les conversations roulent sur le pacte germano-soviétique. La signature de ce pacte a causé parmi ceux qui sont à Marseille une pénible impression. Ils n'osent faire aucun commentaire personnel de peur d'être blâmés. Ils attendent la réaction des chefs du parti à Paris. À tous ceux qui leur posent des questions, ils répondent laconiquement « lisez l'humanité ». Trahison des soviets, ce pacte est la mort du Parti communiste est prononcé très souvent. La nouvelle de la signature du pacte germano-soviétique est tombée comme un pavé sur la tête des dirigeants communistes français qui en ignoraient tout, si bien que certains crurent d'abord à un faux. L'humanité a beau titrer que la confiance dans le grand État prolétarien est inébranlable, le choc et le désarroi sont énormes. Très vite, les journaux communistes sont saisis, puis interdits. Surtout, les premiers réservistes commencent à être rappelés. Le téléphone sonne dans ma chambre d'hôtel. C'est Pierre. Tu as écouté les nouvelles? Le pacte germano-soviétique, c'est d'une extrême gravité. J'ai reçu mon ordre individuel de mobilisation. Je lui demande ce que je dois faire. Le mieux est que tu rentres tout de suite. Mais ne te bouscule pas. Nous avons encore quelques jours avant l'entrée en guerre. Arrête-toi la nuit prochaine à Bordeaux. Nous nous sommes arrêtés à Bordeaux dans ma famille maternelle. Vous savez, ça va être la guerre, dis-je au cousin. Rire et raillerie. Même ma mère me dit, Pierre et toi, décidément, il faudra bien se résoudre à vous bâillonner. La nouvelle inouïe de la conclusion d'un pacte de non-agression entre l'Allemagne nationale-socialiste et la Russie soviétique produit dans les démocraties une impression de surprise et même d'indignation devant tant de duplicité de la part des deux contractants. Paris n'est nullement démoralisé par le coup de surprise germano-russe et la vie poursuit son rythme normal. Le jour suivant, en raison du caractère de gravité de la situation, M. Albert Lebrun quitte sa résidence d'été à Mercy-le-Haut. Nous charrions du fumier de la bergerie avec le camion du Père Durand dans les Coulondres. Et de là, on voit sans arrêt sur la nationale défiler des convois de troupes. Jamais encore dans les autres alertes, cela n'avait atteint une telle ampleur. Des trains sans arrêt, de troupes et de matériel défilent en vitesse. Ça sent drôlement le roussi. L'annonce de la signature d'un pacte de non-agression germano-russe, le rappel de permissionnaires trouble les populations. La paix de l'esprit, conciliable avec l'état de guerre. Je regarde les étoiles et ne lis guère les journaux. Des affiches vertes et jaunes furent collées à la mairie de Roquebillière.
invitant les hommes des 3e et 4e catégories à rejoindre leur régiment dans les 48 heures. De petits groupes de gens se formaient devant les affiches. Les jeunes femmes dans les magasins du village avaient les yeux gonflés. Et les vieilles, les veuves de 1914, descendaient la rue dans leurs vêtements noirs avec un regard sombre et triomphant. À l'attention des réservistes, liste du ministère de la Guerre. 1 ou 2 couvertures de laine, un jersey, tricot au chandail, 2 chemises en flanelle et coton, 2 caleçons en flanelle et coton, une paire de gants de laine, 2 mouchoirs, 2 serviettes de toilette, une ceinture de laine ou flanelle d'environ 2,25 m de longueur. Valentine m'apprend que l'échelon 3 est appelé. Je ne peux y croire. Je vais à la mairie. C'est vrai. Il faut partir. Peu d'appétit au déjeuner. Janine, courageuse, épatante. Jean-Marie, couché, me dit au revoir. Je l'embrasse avec plaisir. Je suis heureux qu'il soit gentil envers moi. Cela me raccommode avec lui. Madame Lecoeur nous conduit à Dieppe. Je pars à 2h49. Janine, sur le quai de la gare, suit le train, puis disparaît. J'arrive à Paris vers 6h moins le quart. Je prends une fine à l'eau au Dupont-Saint-Lazare. Je vais à la gare de la Chapelle-Marchandise. On me renvoie à la gare de l'Est. Beaucoup de types, pas mal sont sous. Départ à 8h, caserne Chanzy. On est immédiatement habillé. Désarroi devant le sac, les courroies, etc. L'après-midi, je ne me souviens plus. Le cafard que ça me donne d'écrire. Ce jour-là, j'en pleure presque. Lorsque je me vois dans une chambrée de caserne, foutre Dieu, je n'en reviens pas. Jean-Marie, dont les adieux m'ont tellement touché. À Paris, le président du Conseil prononce une allocution radiodiffusée. Vous me connaissez assez pour savoir qu'afin de conjurer la guerre, je ferai tout ce qu'il est humainement possible de faire. Mais si tous nos efforts demeuraient inutiles, nous ferions appel, Françaises et Français, à votre courage, à votre volonté de ne pas subir la servitude. Marc, chéri, je viens causer quelques moments avec toi dans ces heures pleines d'angoisse. La menace de la guerre plane sur le monde. Déjà l'année dernière, je me souviens parfaitement à cette époque, tous les hommes de la Terre frémissaient de peur et l'orage est passé. Passera-t-il encore ? Les tranchées ont de nouveau vu le jour et les lumières bleues assombrissent le boulevard. Je n'aime pas voir le boulevard ainsi. Les ateliers mobilisés, autobus, taxis, voitures particulières même sont réquisitionnés. Tristesse partout. La gare partout, la gare à l'atelier, dans les métros, les autobus, les rues, les cafés. Tout le monde a ce mot-là à la bouche. Mais moi je n'ai pas peur, car ma jeunesse et ma foi en la vie me soutiennent. Cela est impossible, la guerre ne peut pas éclater ainsi, brusquement. J'attends un mot de toi, j'aimerais l'avoir déjà entre les mains. En nous endormant chaque nuit, nous nous demandions « Que sera demain ?» Notre angoisse se réveillait avec nous. Pourquoi avait-il fallu en arriver là ? À 30 ans à peine passés, notre vie commençait à se dessiner et brutalement, on nous la confisquait. Nous la rendrait-on ? Au prix de quel dommage ? Atmosphère de guerre imminente. Faut-il mettre en mouvement les dispositifs soigneusement et depuis longtemps préparés ? Faut-il commencer à évacuer les enfants de la capitale ? Les trésors des musées? On attend dans l'angoisse. Hitler, qui devait faire demain un discours, le supprime. Est-ce bon signe? On ne sait que penser. Hier, au début de l'après-midi, il y a eu à Paris une vague d'optimisme dont on n'a pas déterminé l'origine. Pour un peu,
Pendant quelques heures, tout le monde était prêt de penser que tout danger était écarté. Puis, une réaction s'est faite et le soir, on jugeait tout perdu. Il faudrait pouvoir s'endormir et ne se réveiller qu'après que le monde sera fixé. Rapport de police du 26 août. Physionomie des sorties de Paris à 12 h. Port de Boulogne, mouvement des chars d'assaut qui étaient en stationnement dans le bois de Boulogne. Port d'Italie, trafic intense de camions militaires transportant des effets et du matériel. Port de Clignancourt, 40 sorties environ de voitures particulières transportant des matelas. Port d'Aubervilliers, on procède à la réquisition de taxis Peugeot. Je parcourus les églises parisiennes, la Sainte-Chapelle, Saint-Séverin, Saint-Sulpice. Le silence des lieux sacrés se peuplait du bruit des marteaux, des caisses qu'on ajustait, des camions qui venaient s'accoter au porche. Dans la crypte du Panthéon, excellent abri, on entassait les caisses où dormiraient les œuvres d'art, soigneusement emmaillotées. Dans ce cimetière souterrain, l'un des plus tristes du monde, il me sembla qu'on célébrait clandestinement les funérailles d'une civilisation. Jean Z démissionne de son poste de ministre et s'engage comme soldat, tandis qu'à Cannes, les affiches de mobilisation recouvrent déjà les affiches de cinéma. Les stars américaines qui s'y trouvaient quittent la Côte d'Azur et avec elles, les images de Barbara Stanwyck dans Pacific Express, de Judy Garland dans Le Magicien d'Oz. Le festival qui devait s'ouvrir le 1er septembre est annulé. Le 1er septembre 1939, Hitler annonce au Reichstag que depuis ce même jour, 5h45, l'Allemagne tire sur la Pologne. L'agression est commencée. Le premier règle polonais arraché. Quand la servante entra avec l'entrecôte, elle dit d'une voix triste tandis qu'elle posait les plats sur la table : « On vient justement d'annoncer à la radio que de bonne heure ce matin, les Allemands ont ouvert le feu en Pologne. Le gouvernement a décrété la mobilisation générale. » Ce fut à ce moment-là, le vendredi 1er septembre 1939, à 1 h, au restaurant des pêcheurs du Lavandou, que la guerre commença pour nous. Dans ma mémoire, cette heure est marquée d'une fine ligne noire, comme l'équateur sur une map monde, et c'est par le passé, joyeux et insouciant, de l'âge de l'Apocalypse qui est encore le présent. À la soupe de midi, on apprend l'annonce de la mobilisation générale et l'entrée des troupes allemandes en Pologne. Il y a encore des optimistes, des qui croient que cela va s'arranger. D'autres disent, puisque ça devait finir par arriver, que ça arrive maintenant. En général, les types n'ont pas l'air trop émus. Ils n'ont pas l'air d'y croire. On vient de coller des affiches au mur. Sartre s'approche des gendarmes et leur montre son fascicule. Il doit partir pour Nancy. Nous allons à pied jusqu'au Flore. Une femme à l'air dur pleure. Cette fois, ça a l'air plus sérieux, dit un garçon. Il y a un beau clair de lune au-dessus de Saint-Germain-des-Prés. On dirait une église de campagne. Et au fond de tout, partout, une horreur insaisissable. On ne peut rien prévoir, rien imaginer, rien toucher. Je me réveille à 8h30, il pleut. Ma première pensée, c'est vrai. 11h, ultime démarche à Berlin. On saura aujourd'hui la réponse. Pas d'espoir. Je n'imagine même pas ma joie si on me disait « la guerre n'aura pas lieu ». Et peut-être, je n'en aurai pas. Les phares des autos, peints en bleu, ont l'air d'énormes pierres précieuses. Des hommes voilent les vitres du dôme avec d'épais rideaux bleus. Soudain, à 3h30, Paris soir, l'Angleterre a déclaré la guerre à 11h
La France la déclare à 5 heures de l'après-midi. Énorme secousse, malgré tout. Montjeannot. À cette même table où je t'écrivais des poèmes, cette nuit, je veux glisser sous ta tente une lettre d'espoir. Nous vivrons, nous revivrons, nous travaillerons, je travaillerai double, triple pour toi et pour ta chance. Soyons braves. Attendre une catastrophe n'était pas vivre. Tout ce qui arrivera vaudra mieux que ce doute. Et de toi ne peut venir que du soleil. Montjeannot, si bon, si grave, je te bénis et je sais que nous vivrons encore des merveilles côte à côte. Dors bien. Je suis toi. Emmanuel Vaillant était photographe à Nantes. C'est sa femme Jeanne et son fils Michel qu'il filme. Plus tard, pendant la guerre, il s'engagera avec sa femme dans la résistance. Ils seront tous deux arrêtés et déportés. Emmanuel est mort à Buchenwald. Jeanne est revenue de Ravensbrück. La guerre a éclaté. Où est la guerre? En dehors des nouvelles qu'il faut croire et des affiches qu'il faut lire, où trouver les signes de l'absurde événement? Elle n'est pas dans ce ciel bleu sur la mer bleue, dans ces crissements de cigales, dans les cyprès des collines. On veut y croire. On cherche son visage et elle se refuse à nous. Le monde seul est roi et ses visages magnifiques. Avoir vécu dans la haine de cette bête, la voir devant soi et ne pas savoir la reconnaître. Si peu de choses ont changé. Plus tard, sans doute, viendront la boue, le sang et l'immense écœurement. Mais pour aujourd'hui, on éprouve que le commencement des guerres est semblable au début des paix. Le monde et le cœur les ignorent. Être fait pour créer, aimer et gagner des parties, c'est être fait pour vivre dans la paix. Mais la guerre apprend à tout perdre et à devenir ce qu'on n'était pas. Cities. The fastest growing habitat